Je m'appelle Nick Brandt et je suis le directeur des programmes communs au Chicago Council and Global Affairs. Je vous remercie d'être venu. Je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue à George Friedman au Chicago Council. Je pense qu'il est ici pour la première fois. Merci d'être avec nous. Aucun endroit ne peut demeurer en paix longtemps, même pas les États-Unis. Je veux dire, nous les USA, nous sommes accompagnés, c'est-à-dire touchés par des guerres. L'Europe ne retournera certes pas aux grandes guerres, je suppose, mais elle retournera à la situation humaine normale. Elle aura ses guerres, ses temps de paix, et elle perdra des vies. Il n'y aura pas des morts par centaines de millions, comme lors de la dernière guerre, mais l'idée des Européens d'être des élus contribuera à cela. Il y aura des conflits en Europe comme en Yougoslavie et à présent aussi en Ukraine. Les relations de l'Europe avec les États-Unis, nous n'avons pas de relations avec l'Europe. Nous avons des relations avec la Roumanie. Nous avons des relations avec la France, mais il n'y a pas une Europe avec laquelle les USA auraient des relations. S'il vous plaît, le monsieur là-bas. L'extrémisme islamiste représente-t-il la menace principale pour les États-Unis? Et va-t-il mourir ou va-t-il se maintenir à l'avenir? Il représente un problème pour les États-Unis, mais il n'est pas une menace existentielle. On doit s'en occuper de manière convenable. Nous avons d'autres intérêts concernant la politique extérieure. L'intérêt principal de la politique extérieure des États-Unis pendant le dernier siècle, lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, et lors de la guerre froide, c'était les relations entre l'Allemagne et la Russie. Parce que unis, ils représentent le seul pouvoir qui pourrait nous menacer. Notre but principal est de nous assurer que cela n'arrivera jamais. Si vous étiez Ukrainien, vous regarderiez qui serait le seul à pouvoir vous aider, et c'est les États-Unis. La semaine passée, ou il y a environ 10 jours, le commandant en chef des forces terrestres américaines en Europe, le général Ben Hodges, est allé en visite en Ukraine. Il y a annoncé que prochainement, les conseillers US allaient officiellement venir en Ukraine. En fait, il a distribué là-bas des médailles aux combattants ukrainiens, ce que le protocole militaire US défend. Les médailles ne doivent pas être données à des étrangers. Mais il l'a fait parce qu'il voulait montrer que l'armée ukrainienne est son armée. Ensuite, il est parti. Et les États-Unis livrent des armes, du matériel d'artillerie et d'autres matériels militaires aux pays baltes. Les pays baltes, la Roumanie, la Pologne et la Bulgarie, c'est un point très intéressant. Et hier, les États-Unis ont annoncé qu'ils ont l'intention de livrer des armes en Ukraine. Ceci a été démenti, mais ils le font. Les armes vont être livrées. Et lors de toutes ces actions, les États-Unis agissent en dehors de l'OTAN. Parce que les décisions de l'OTAN doivent être prises à l'unanimité de tous les membres de l'OTAN. Le but de tout cela, c'est que les États-Unis installent un cordon sanitaire, une ceinture de sécurité autour de la Russie, et la Russie le sait. La Russie pense que les États-Unis ont l'intention de démanteler la Fédération russe. Je pense, nous ne voulons pas les tuer, mais juste un peu les blesser, leur affliger des dommages. En tout cas, nous sommes retournés à présent à l'ancien jeu. Et si vous interrogez un Polonais, un Hongrois ou un Romain, ils vivent dans un monde tout différent de celui des Allemands, et les Allemands vivent dans un monde tout différent de celui des Espagnols. Donc il y a de la désunion en Europe. Mais ce que les Ukrainiens vont préférer, je vais vous le dire très précisément. Ils vont essayer d'éviter le souffle des États-Unis. Les États-Unis contrôlent tous les océans du monde dans leur intérêt primordial. Aucune autre puissance ne l'a jamais fait. Pour cette raison, nous intervenons auprès des peuples dans le monde, mais eux, ils ne peuvent pas nous attaquer. C'est une belle chose. Le maintien du contrôle sur les océans et dans l'univers justifie notre pouvoir. Le meilleur chemin pour vaincre la flotte ennemie est d'empêcher qu'elle soit construite. Le chemin que les Britanniques ont pris pour s'assurer qu'aucun autre pouvoir ne puisse construire une flotte était que les Européens combattaient les uns contre les autres. La politique que je recommande, c'est celle que Ronald Reagan a pratiquée en Iran et en Irak. Il confortait les deux parties de guerre, de sorte qu'ils combattaient l'un contre l'autre et pas contre nous. C'était cynique, ce n'était pas justifiable moralement, mais cela a fonctionné. Et c'est le point.
Les États-Unis ne sont pas en état d'occuper toute l'Eurasie. Au moment où nos bottes touchent la terre, nous sommes démographiquement largement inférieurs en nombre. Nous pouvons démanteler une armée, mais nous ne sommes pas en état d'occuper l'Irak. L'idée que l'armée américaine avec 130 000 soldats occuperait un pays avec 25 millions de personnes, la proportion entre le nombre de policiers et les habitants de New York est plus grande que la proportion entre les soldats US et la population irakienne à l'époque. Donc, nous ne sommes pas en état d'intervenir de manière militaire partout, mais nous sommes en mesure de soutenir en premier lieu les pouvoirs qui se combattent pour qu'ils puissent se concentrer sur eux-mêmes. Les conforter de manière politique, financière, militaire, livrer des armes et envoyer des conseillers américains, et dans des cas extraordinaires comme nous l'avons opéré au Japon, non au Vietnam, en Irak et en Afghanistan, d'intervenir par des attaques préventives, spoiling attacks. La tactique des attaques préventives n'a pas l'intention de vaincre l'ennemi, mais elle vise à le déstabiliser. C'est ce que nous avons cherché à faire dans toutes les guerres. Par exemple, en Afghanistan, nous avons déstabilisé Al-Qaïda. Le problème que nous avons, c'est que nous déstabilisons les ennemis, et au lieu de dire « nous avons bien fait notre job, rentrons à la maison », nous disons « oh, mais comme c'était facile, installons encore une démocratie ici ». C'est le temps de faiblesse qui nous était tombé dessus. C'est pourquoi la réponse est que les États-Unis ne peuvent pas intervenir militairement partout en Eurasie. Il faut qu'on intervienne sélectivement et aussi rarement que possible. Une intervention militaire est pour nous un cas particulier, la dernière possibilité. Nous ne pouvons pas envoyer des troupes US à la première étape. Mais quand nous envoyons les troupes US, et ceci nous l'avons déjà bien compris par expérience, l'intervention doit s'opérer de manière limitée et non parvenir à des dimensions gigantesques. Espérons que nous l'avons compris cette fois. Habituellement, cela prend quelque temps pour les enfants d'apprendre leurs leçons. Mais vous avez absolument raison. Nous ne pouvons pas intervenir partout comme un empire. À l'époque, les Britanniques n'ont pas occupé l'Inde. Ils ont pris tout simplement les États individuels et ils les ont fait se combattre l'un l'autre. Les Britanniques ont installé des officiers britanniques dans l'armée indienne. Les Romains n'ont pas non plus envoyé des troupes dans des régions éloignées hors de l'Empire romain, mais ils y ont installé des rois pro-romains. Ces rois étaient installés par Rome, ils régnaient dans d'autres pays au service de l'Empire romain, et ces rois étaient responsables du maintien de la paix pro-romaine aux frontières de l'Empire. C'était ainsi, par exemple, dans l'Empire des Parthes. Les empires qui ont essayé de régner directement dans des pays occupés, ces empires ont tourné court, comme ça s'est passé avec l'Empire nazi, parce que personne n'a suffisamment de puissance pour régner directement. C'est là qu'on doit opérer de façon rusée. N'importe comment, ce n'est pas notre problème à présent. Mais en fait, ça veut dire que nous sommes un empire en tant que tel. Mais de ce fait, nous ne pouvons pas penser que nous pouvons nous relaxer, rentrer à la maison et ne plus nous inquiéter de rien. Nous sommes seulement environ au 3e chapitre du livre. S'il vous plaît, la prochaine question. Si je vous ai bien compris, l'euro, la monnaie européenne, ne survivra pas. La question qui est à présent actuelle pour les Russes est de savoir si on veut avoir l'Ukraine comme zone tampon entre la Russie et l'Occident, qui resterait au moins neutre, ou bien est-ce que l'Occident empiéterait si loin en Ukraine que l'Occident, l'OTAN, ne serait qu'à 100 km de Stalingrad et à 500 km de Moscou. Pour la Russie, le statut de l'Ukraine est une question existentielle, et les Russes ne peuvent pas si simplement s'en aller, lâcher ce qui concerne cette question. Si la Russie continue à s'attacher à l'Ukraine, les États-Unis devront arrêter la Russie. C'est pourquoi les États-Unis démarrent de telles actions, comme celle dont le général Hodges, qui est connu pour ses blâmes, a parlé dernièrement, à savoir des troupes d'intervention en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne et dans les pays baltes. Ce faisant, on justifie l'Intermarium, le pays entre les mers, le territoire entre la mer Noire et la mer Baltique. M. Pilsudski a élaboré ce concept. Et c'est la solution préférée des États-Unis. Et là où nous n'avons pas de réponse, c'est à la question « Qu'est-ce que l'Allemagne va faire dans cette situation ?»
La variable réellement inconnue en Europe, ce sont les Allemands. Si les États-Unis installent cette ceinture de sécurité, pas en Ukraine mais à l'Ouest, l'influence des Russes sur l'Ukraine diminuera. Nous ne savons pas quelle sera l'attitude allemande. L'Allemagne se trouve dans une situation très singulière. L'ancien chancelier fédéral Gerhard Schröder est dans le conseil de surveillance de Gazprom. Les Allemands ont une relation très complexe avec les Russes. Les Allemands ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. Ils doivent exporter leurs marchandises. Les Russes peuvent prendre leurs marchandises. D'autre part, ils perdent la zone de libre-échange dont ils ont besoin pour développer d'autres choses. Pour les États-Unis, le but principal est d'empêcher que le capital russe, les technologies russes, je veux dire que le capital allemand et les technologies allemandes et les ressources de matières premières russes et la capacité de travail russe se joignent en une combinaison extraordinaire, ce que les États-Unis essayent d'empêcher depuis un siècle. Alors, comment peut-on parvenir à ce que cette combinaison russo-allemande soit empêchée? Les États-Unis sont disposés à frapper cette combinaison avec leur atout, c'est la ligne entre la Baltique et la mer Noire. Pour les Russes, la question primordiale est que l'Ukraine devienne un pays neutre et pas un pays pro-occidental. La Biélorussie, c'est une autre question. Alors, celui qui peut me dire ce que les Allemands vont faire dans cette situation, celui-là est à même de me dire comment sera l'histoire des 20 prochaines années. Mais malheureusement, les Allemands doivent encore et toujours prendre une décision. Et ceci est l'éternel problème de l'Allemagne. L'Allemagne est énormément puissante économiquement parlant, mais en même temps, elle est très fragile géopolitiquement. Et elle ne sait jamais comment ni où elle peut vendre ses exportations. Depuis 1871, cela a toujours été la question allemande. Et la question de l'Europe, réfléchissez à la question allemande qui ressurgit à présent. C'est la prochaine question que nous devons poser. Ce que nous ne faisons pas, parce que nous ne savons pas ce que les Allemands vont faire. Un grand merci à George Friedman et aussi un grand merci au Club de Chicago d'avoir sponsorisé cette soirée. Au revoir et bonne soirée.